Et pour parler des causes, mais aussi des conséquences de cet effondrement des deux immeubles à Fès, nous sommes en direct de Casablanca avec notre consultant Hicham Ben Saïd Alaoui. Bonjour à vous. Bonjour. Alors en attendant la mise au jour par les autorités locales de nouvelles données techniques, quelles sont d'après vous les causes de l'effondrement des deux immeubles à Fès ? Tout d'abord, on ne peut que présenter ses condoléances, non seulement aux familles des victimes, mais à l'ensemble de la population marocaine, au Maroc et à l'étranger, parce que c'est un drame, c'est réellement un drame. De perdre des concitoyens dans ces circonstances, c'est quelque chose d'assez horrible. Pour répondre à votre question, je pense que de mon bureau à Casablanca, il serait très présomptueux de définir les tenants et les aboutissants. Nous pouvons à ce stade juste dresser quelques conjectures, puisque de toute façon, il est totalement anormal que des immeubles, a fortiori dans un quartier supposé récent, parce que j'ai bien compris que le quartier était plutôt de conception récente, puisqu'il y a encore une vingtaine d'années, il n'existait pas, il est tout à fait anormal que des immeubles puissent s'effondrer. Donc dans cette configuration, on va forcément aller, j'irai sur le ressort de la conjecture, sur le respect des normes de construction, sur le respect des autorisations délivrées, sur le respect des règles basiques d'entretien. On ne peut que faire des conjectures, mais qui iraient tous dans le sens de répondre à la question majeure, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Maroc perde une vingtaine de concitoyens et malheureusement, ce bilan peut être appelé à augmenter. Pour répondre aussi à votre question, et peut-être pour anticiper d'autres le cas échéant, je rappellerai juste un premier texte législatif, on reviendra à d'autres textes législatifs par la suite, qui est un peu la mère de toutes les législations, à savoir la Constitution dans sa mouture de 2011. Dans son article 21, la Constitution marocaine dispose que toute personne a droit à la sécurité de sa personne et de ses proches, à la protection de ses biens. Et les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national. D'autres textes auxquels on reviendra, notamment la loi 94-12 traitant des MRH des immeubles menaçant ruine, HMR, des habitations menaçant en ruine. Et là, dans son article 3, il est clairement évoqué que la responsabilité de l'entretien des bâtiments incombe à leurs propriétaires, personnes physiques ou morales, publiques ou privées. C'est-à-dire les propriétaires, sont responsables des dommages causés à leur famille, à autrui, sur la voie publique. Et dans Alors, son article 6, alors précisément, oui, vous allez terminer avec l'article 6, allez-y, et après j'enchaînerai justement sur la responsabilité. justement, cet article qui fait le lien en disant que le président du conseil de la commune, qui est nommément cité dans ce texte, ou la personne déléguée par lui à cet effet, sont des arrêtés relatifs au renforcement ou à la démolition du bâtiment menaçant ruine. Là se pose un hic. Est-ce que ces immeubles étaient menaçant ruine au sens communément admis? Le sens communément admis, au sens de nombreuses études, c'est plutôt des bâtiments qu'on retrouve au niveau de nos médinas, dans les villes traditionnelles marocaines, que ce soit à Marrakech par exemple, Meknès, Fès, Rabat, Casablanca, etc. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque visiblement le quartier est d'extraction récente. Et donc, est-ce que le texte sur les habitations menaçant ruine semble s'appliquer? Je dirais spontanément non. Et donc, on en reviendrait peut-être à la simple responsabilité civile d'un propriétaire qui a construit un logement, si ce logement s'effondre, au propriétaire ou à ses ayants droit ou à une commission indépendante de nous expliquer en quoi les normes ont été respectées ou pas respectées. Mais encore une fois, il est totalement prématuré à ce stade de parler de responsabilité sans avoir les tenants et les aboutissants d'un début de commencement d'enquête. Donc à la lumière de ce que vous venez de décliner en ce qui concerne les articles et le préambule de la Constitution, dans le cas précis de l'effondrement des deux immeubles à Fès, les responsabilités des propriétaires d'un côté et des autorités de l'autre dans l'entretien des bâtiments ne sont pas engagées ? Excusez-moi, j'ai perdu la connexion. Oui, effectivement, nous avions un petit problème de liaison. Donc, je disais que précisément, dans ce cas précis de l'effondrement des deux immeubles à Fès, et à la lumière de ce que vous venez de décliner en termes de préambule de la Constitution et des articles que vous avez lus, les responsabilités des propriétaires d'un côté et celles des autorités de l'autre dans l'entretien des bâtiments, sont-elles engagées ou pas du coup ?
C'est là où il faut prendre beaucoup de précautions oratoires pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. On ne sait pas si, par exemple, il y avait une petite secousse tellurique à l'instant où ça s'est produit. Là, c'est vraiment de la conjecture théorique pure. Mais venir de but en blanc, à partir de mon bureau à Casablanca, vous expliquer doctement ce qui s'est passé, serait totalement une vue de l'esprit. Ce qu'on peut dire en termes de conjecturelle, si certaines normes de conditions de construction devaient ne pas avoir été respectées, il semble opportun d'engager la responsabilité du propriétaire. Mais encore une fois, c'est avec du CDC et des conditionnels, la situation est suffisamment tendue pour ne pas en Ouais. rajouter. Donc déjà, on irait voir du côté du propriétaire, du développement, est-ce que les autorisations avaient été obtenues? Est-ce que les plans éventuels ont été respectés? C'est-à-dire quand on nous dit 2 étages, c'est bien 2 étages, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 5. Tout ceci est approuvé. Et une fois qu'on aura mis à la lumière du jour les tenants et les aboutissants au titre de la responsabilité éventuelle qui peut ne pas exister du propriétaire, il faudrait aller comprendre pourquoi, si, je parle encore une fois, j'utilise le conditionnel, si un plan parlait de 2 étages, pourquoi, le cas échéant, on en aurait eu plus? Et là, on pourrait interroger les pouvoirs publics, notamment le président du conseil de la commune, pour savoir est-ce que le plan a été respecté, est-ce qu'un plan avait été déposé, est-ce qu'ils avaient observé sur le terrain des dépassements par rapport au plan initial. Mais encore une fois, il faut en revenir à des conditions d'enquête. Il faut faire le travail très doctement parce que la situation est suffisamment grave pour ne pas la prendre à la légère, comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un sujet de plan non respecté? Est-ce que c'est un sujet de dépassement qui aurait échappé peut-être à la vigilance de certains contrôleurs? La question reste ouverte et je pense que les prochains jours, voire les prochaines semaines, devraient nous permettre d'avoir davantage de visibilité à ce sujet. Quelles sont les mesures prises par les autorités pour secourir les victimes? D'après ce que nous en voyons, je pense qu'il y a eu tous les corps idoines qui ont été impliqués. On a vu la protection civile, on a vu la police, on a vu les forces auxiliaires, on a vu les sapeurs-pompiers, on a vu beaucoup, beaucoup de corps. Je pense que déjà l'urgence ultime était aussi bien la sécurisation de l'environnement pour éviter qu'il y ait des chutes d'immeubles mitoyens. Donc il y avait une évacuation des alentours, mais bien entendu, en parallèle, tout ceci se fait en quelques secondes, voire quelques minutes, essayer de secourir les personnes, puis, bien entendu, le droit à la sépulture des sangs qu'on a dans notre culture, dans notre religion, et donc essayer d'extraire au maximum, sans même réfléchir à l'instant T, essayer d'extraire un maximum de personnes vivantes ou décédées. Allah yarhamou. Donc, je pense que de ce point de vue-là, la réaction sur le coup, sur toutes les images qu'on a pu voir, en recueillant même des témoignages à chaud, voire à très chaud des habitants, voire même de certains parents des victimes, je pense que les autorités ont excellemment réagi en ce soir funeste de la nuit du 10 du 9 au 10 décembre. Quelles sont, selon vous, quelles vont être les conséquences de l'effondrement sur les habitants du quartier? Mécaniquement, s'il y a un risque d'effondrement, le pire, si je puis m'exprimer ainsi, serait qu'il y ait une reproduction de ce type d'événement. Et donc, dans cette logique, bien entendu, la priorité devrait aller à l'évacuation du quartier, le temps de comprendre. Et là se pose le débat, puisque si on devait évacuer des personnes, il faudrait leur trouver un pendant immédiat. Parce qu'il fait froid. Dans cette région du pays que nous connaissons tous, il fait peut-être plus froid que dans d'autres. Et donc, s'il est question pour la sécurité des gens, sujet tout à fait légitime et compréhensible, s'il est question pour la sécurité des gens de les évacuer, le temps, le cas échéant, de stabiliser et d'être sûr que leurs logements sont suffisamment sûrs pour pouvoir accueillir une vie à l'intérieur, il faudrait une solution immédiate pour ces personnes pour qu'elles souffrent le moins possible. Donc je dirais d'abord priorité en plus, bien entendu, de la sécurisation des blessés qui ont été évacués au CHU et qui sont en train d'être traités, c'est l'évacuation, c'est la sécurisation de l'environnement, l'évacuation des logements qui semblent problématiques aux autorités, la consolidation d'autres. Ça, c'est à très court terme. Soigner les blessés, enterrer les morts, pour parler très trivialement, et également sécuriser les alentours pour éviter que de tels drames se reproduisent dans les heures, jours ou semaines à venir. Ça, d'un sujet. D'un autre côté, je pense qu'une commission parlementaire, par exemple, ou une commission très, très poussée s'impose pour comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et comment faire pour éviter de tels drames à l'avenir. Je pense qu'une mauvaise réaction serait de rester juste dans le domaine de l'émotion et bien entendu de s'emporter, d'être dans la solidarité, ce que nous faisons toujours très bien en tant que Marocains. Mais je pense que au-delà de ce drame,
il faut vraiment investiguer pour qu'il y ait un avant et qu'il n'y ait plus d'après. Il faut vraiment qu'on comprenne ce qui s'est passé. S'il y a des logements qui ne respectent pas les conditions de construction ou qui sont allés au-delà des plans, encore une fois, j'utilise le conditionnel, il faut un inventaire très précis de ces logements et il faut sévir parce que quand il se passe des drames comme cela, ce sont des citoyens, des citoyennes marocaines que nous pleurons et ça, parlant en mon nom et au nom de beaucoup de Marocains, nous n'avons plus envie de nous. Merci infiniment, Hicham Ben Saïd Alaoui, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.